Alors, je vais raconter la rencontre avec Pierre Boulez, puisque c'est quand même une histoire extraordinaire, puisque donc ce qui s'est passé, c'est qu'on était au tout début avec le balcon de notre résidence à la Fondation Saint-Gé-Polignac. On était tout jeunes et la Fondation Saint-Gé-Polignac a eu l'idée d'organiser un concert hommage à Pierre Boulez, un concert du balcon hommage à Pierre Boulez à la Fondation en son honneur je ne sais plus trop à quelle occasion, mais bon, c'était un concert en son honneur. Et donc l'idée, c'était de l'inviter euh, pour qu'on se rencontre et pour qu'on puisse échanger un peu et lui faire un peu connaître le balcon. Et c'est très drôle parce que à cette période-là, on jouait aussi à l'église Saint-Méry. C'est là qu'on faisait toute notre saison de concert. Et donc on avait un concert à la Fondation, ça devait être le mardi ou le mercredi, qui était ce concert hommage à Pierre Boulez. Et le samedi soir, on jouait à la Fondation Saint-Gé-Polignac. Donc on arrive à la Fondation, donc concert en hommage à Pierre Boulez, on joue, on avait fait un programme où on jouait sa musique un peu, on jouait du Stockhausen, on jouait le concerto de clavecin de Manuel de Falla, et on jouait notamment Message esquisse de Boulez justement. Et donc voilà, on fait notre concert, et à la fin du concert, on se retrouve, donc nous on est dans les loges, en fait il y a des grandes loges à la Fondation, et donc on attend Pierre Boulez qui doit arriver pour venir nous saluer. On est avec tous les artistes. Et donc, il y a un moment où Pierre Boulez arrive entouré d'une espèce de foule de gens. Tout le monde très très bien habillé, tout le monde en beau costume. Enfin, et il arrive vraiment avec une espèce de cour autour de lui. De plein de gens là qui sont comme ça autour de lui. Et lui, il est déjà assez âgé en fait. Et avec tous ces gens qui gravitent autour de lui. Et donc, on nous dit, Pierre Boulez, on va vous présenter Maxime, venez. Donc on se rencontre à ce moment-là. Lui, très gentil, très cordial, il me salue et il me dit quelque chose comme genre bon bah bravo, c'était très bien ou très intéressant. Et puis voilà, c'est tout. Et après, il s'en va, il repart avec sa cour de gens tout autour de lui. Et donc, bon, voilà, nous, on était très émus, déjà, juste d'avoir rencontré Pierre Boulez, qui est une grande figure pour nous, quelqu'un de vraiment très important. Pour moi aussi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, peut-être un des chefs d'orchestre qui m'a le plus inspiré. Et voilà, et ça se passe comme ça, donc pas expéditif, mais bon, très simple, très formel, et voilà. Et le lendemain matin, je reçois un email de sa secrétaire, de Marion Thiem, sa secrétaire à l'IRCAM, qui me dit Pierre Boulez voudrait revenir voir le concert, puisqu'on redonnait le même concert donc à l'église Saint-Méry le samedi soir. Et dans le mail, elle disait voilà, Pierre Boulez aimerait revenir voir votre concert samedi soir à l'église Saint-Méry. Est-ce que vous pouvez lui réserver 2 places? Moi, je suis là, bon, déjà très très surpris. Et puis, donc, je réponds oui, avec grand plaisir. Bon, juste à l'église Saint-Méry, c'est des chaises en bois. Normalement, il n'y a pas de réservation, c'est des concerts gratuits. C'était vraiment les concerts à la cool du balcon au début. C'était un peu incroyable. Et qu'il décide de venir nous voir comme ça. Et donc, euh, on lui réserve les places. Et donc, le samedi soir, il vient à l'église Saint-Méry. On joue le concert. Et là, à l'entracte, en plus, il n'y avait même pas de loge à l'église Saint-Méry. On était dans la sacristie, un peu sur les côtés. Donc, on sort de scène, on est un peu sur le côté pour l'entracte. Et là, il vient me voir à l'entracte. Et là, c'était plus du tout la même personne. Il était hyper enthousiaste et il était très très chaleureux. Et il me dit ah mais c'est formidable, c'est génial le balcon. Ça me rappelle quand je faisais les concerts avec le domaine musical. Et là, il commence à me parler et il m'a parlé pendant tout l'entracte. On était avec tous les gens du balcon et il me racontait plein de choses. Et il nous a, notamment ce soir-là, il nous a dit plein de choses très très émouvantes. Et c'est à ce moment-là qu'il a tout de suite dit ce qu'il y a de magnifique avec vous, c'est que vous n'êtes pas encore une institution.
Vous n'êtes pas encore institutionnalisé. Et il était très intéressé de ça. On a parlé des compositeurs qu'on jouait. Je me souviens qu'on jouait du Claude Vivier aussi à ce concert-là. On a parlé de Claude Vivier. Où il me disait, bon, il m'a dit le contrepoint manque en parlant de Claude Vivier, mais c'est très drôle parce que c'était aussi très boulésien comme remarque. Mais, donc on échange un peu sur plein de choses comme ça. Et donc on retourne faire la deuxième partie du concert. Et à la fin du concert, même séquence, il revient nous voir, il revient me parler et on a rééchangé comme ça beaucoup. Et donc ça a été le point de départ et c'est formidable parce que la Fondation Saint-Gé-Polignac qui a donc initié la rencontre, en fait, ça a été formidable parce que ça a permis qu'après, il revienne nous voir. Et lui, en fait, on s'est rendu compte que il aimait pas trop tout ce côté formel, tout ce côté un peu classique qu'il peut y avoir dans un événement un peu institutionnel, un événement formel comme ça. Lui, c'était pas trop son truc. Par contre, venir à l'église Saint-Méry sur les chaises en bois avec le concert où on buvait le vin à la fin et tout ensemble avec le public, les musiciens et tout. Enfin là, il avait adoré ça. Et à partir de là, il est revenu voir quasiment tous les concerts du balcon à l'église Saint-Méry. Il est venu voir. Et donc ensuite, il y a eu voilà, le travail avec lui, les répétitions avec lui. Mais voilà, ça c'était la rencontre. On a travaillé avec lui principalement sur sa pièce Le Marteau sans maître, qu'on avait décidé de jouer à l'église Saint-Méry à l'époque et qu'on jouait aussi. Et donc on avait refait quelque chose aussi avec lui à la Fondation Saint-Gé-Polignac autour du Marteau sans maître. Il avait fait une espèce on avait fait une espèce de concert-conférence où c'était lui en fait qui faisait la conférence et il nous faisait un peu travailler d'ailleurs en première partie du concert à la Fondation et ensuite on jouait l'œuvre en entier. Enfin c'était passionnant. Et donc dans ce cadre-là, je lui avais demandé s'il était d'accord pour venir nous faire travailler le Marteau sans maître. Et ça a mis beaucoup de temps parce que c'était quand même quelqu'un de très occupé. Donc lui, il était OK tout de suite. Après, trouver un moment dans son planning, c'était compliqué. Donc on a mis beaucoup de temps à réussir à le mettre en place. En revanche, quand on a commencé, là, il a été hyper présent. On a répété, je ne sais pas combien de services avec lui, mais il nous a fait vraiment travailler pendant des heures et des heures. Et c'était passionnant parce que moi, j'ai pris assez peu de cours de direction. Le seul professeur que j'ai eu, c'était François-Xavier Roth au Conservatoire de Paris, mais je l'ai eu très peu de temps, seulement 1 an, au tout début, donc c'est allé un peu vite. Et c'est les seuls cours de direction que j'ai pris quasiment, j'en avais pris un peu ailleurs, mais en fait, j'avais jamais eu vraiment reçu un enseignement de la direction de manière un peu poussée, enfin un peu suivie. Et là, j'ai eu l'impression que le travail avec lui, avec Pierre Boulez sur ces séances, puisqu'il y en a eu quand même vraiment beaucoup, j'ai l'impression que c'est peut-être là que j'ai le plus appris, en tout cas que l'enseignement de la direction, il s'est le plus exprimé. Et en même temps, c'était très étonnant parce qu'il ne me parlait pas du tout comme un prof à un élève. Ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que tout de suite, c'était complètement d'égal à égal. Il me parlait de chef à chef, quoi. C'était pas du tout scolaire. Et il a fait travailler les musiciens aussi. Puis j'ai compris des choses, mais essentielles très vite sur sa musique, bien sûr, mais sur la direction en général, quoi. Ça a été. Je me souviens, on était hyper stressés. En tout cas, moi, je l'étais. Je sais pas les musiciens, mais j'imagine que oui, quand même, de jouer le marteau devant Pierre Boulez, ça devait être un peu stressant. On était vraiment stressés. Les premières répétitions ont eu lieu à l'église Saint-Méry. C'était l'hiver, il faisait hyper froid, on était en manteau et tout. Et donc il est arrivé et on lui a dit bon bah qu'est-ce qu'on fait. Il a dit bah jouez-moi la pièce. Donc on était là bon. On était avec Isabelle Sokoja et qui chantait et on a joué la pièce donc en entier. Et franchement, c'était vraiment pas mal du tout. Et là, il vient à côté de moi. Et le premier truc qu'il m'a dit, je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça m'a
c'était une leçon de direction immense. Il est venu à côté de moi, il m'a dit « Maxime, c'est très bien, maintenant il faut que ça soit ferme ». Il m'a dit ça, il faut que ça soit ferme. Et ensuite, pendant toutes les répétitions, il a uniquement demandé que ce soit plus libre. Il demandait tout le temps plus de fluidité, plus de souplesse, plus de liberté, plus de rubato, plus de mouvement. Vraiment une idée de liberté totale. Et il voulait que ça soit tout le temps plus libre, plus libre. Mais la première chose qu'il m'a dite, c'était « maintenant il faut que ça soit ferme ». Et ce qui est incroyable, c'est que c'est exactement ce qui le caractérise lui en tant que chef d'orchestre. C'est-à-dire une fermeté immense, mais qui ouvre des champs de liberté complètement incroyables, quoi. Pour les instrumentistes, pour lui, pour le langage, pour la musique. Moi, j'ai toujours trouvé, enfin, je suis fasciné depuis Pierre Boulez depuis hyper longtemps, mais le truc qui me fascine chez lui, en tant que chef d'orchestre, c'est que le son est libre. C'est-à-dire que quand on entend la musique de Debussy, dirigée par Pierre Boulez, quand on entend la musique de Mahler, dirigée par Boulez, le son est libre. Le son est souple, le son est en mouvement. C'est pas juste la musique, la manière de phraser, la manière de faire du rubato, la manière la manière de jouer. Non, c'est le son. Le son est libre. Ça, c'est complètement extraordinaire. En fait, je voudrais parler un peu de comment j'ai découvert en fait, la musique de Pierre Boulez, pour pouvoir parler de Messages Esquisses et de quel effet ça m'a fait d'entendre du Pierre Boulez pour la première fois. Il faut savoir que, en fait, quand j'étais à l'époque, j'étais au conservatoire de Bayonne, j'étais étudiant et tous les jours, j'empruntais. Pendant un an, j'ai fait ça. Je pouvais emprunter à l'époque 6 disques à la fois à la médiathèque du conservatoire. Et j'empruntais 6 disques par jour. Je les écoutais et je les ramenais. Et je faisais ça tout le temps. J'écoutais le plus de musique que je pouvais. Et un jour, je suis tombé comme ça sur un disque de Pierre Boulez. J'avais jamais entendu sa musique. Et je suis dit, ah tiens, Boulez, j'ai entendu parler, je vais voir comment ça sonne. Et c'était le disque de la deuxième sonate pour piano. Et j'ai mis ça dans mon lecteur à l'époque, dans ma chaîne. J'ai lancé le disque et là, je suis resté mais sidéré devant mes enceintes en écoutant la deuxième sonate. Et ça m'a vraiment coupé le souffle, complètement. Alors, ce que j'ai senti, ce que j'ai entendu, ce qui m'a frappé, c'est la violence du son. Le côté explosif, arraché, et qu'on retrouve d'ailleurs après en plus dans sa notation où Boulez écrit parfois pulvériser le son, une pièce qui s'appelle Éclat. Enfin, il y a ouais, l'idée de cassure, l'idée de choc, l'idée de déflagration, l'idée d'explosion, c'est quand même extrêmement présent dans la musique de Pierre Boulez. C'est quand même d'une violence sonore incroyable et ça m'a complètement frappé. Et dans Messages Esquisses, on est quand même vraiment dans les parties rapides au cœur d'une espèce de feu d'artifice, de pyrotechnie, d'éléments qui se désagrègent, qui se réagrègent. On est en train d'assister à comme si on était face à un objet en verre qui éclatait en mille morceaux
pour se recomposer, pour rééclater, pour se recomposer, pour rééclater, comme ça, sans fin. Et donc, dans Message Esquisse, on a tout un travail sur les accents. Incroyable. Et les accents sont tout le temps en train de se ralentir et de réaccélérer et de se ralentir et de réaccélérer comme ça. Et on a vraiment une espèce de geste implacable, à la fois implacable et à la fois on sent le côté, explosion avec 1000 débris, 1000 particules qui vont revenir s'agglomérer et puis à nouveau exploser sur chaque accent. Et ça vient aussi du fait qu'à chaque accent, la mélodie se décompose en écho, en plein de... Comme si en fait on avait une comète et que la queue de la comète c'était une espèce d'enchevêtrement de mélodies comme ça, où Boulez parle aussi de kaléidoscope. Ce qui est vrai, c'est qu'on a en fait comme une image mélodique qui se décompose en elle-même, on la voit partout, on l'entend à différents moments en écho comme ça, et c'est extrêmement... Ah oui, c'est d'une vigueur et c'est complètement écorché vif comme musique. C'est très très impressionnant à ce niveau-là. Pierre Boulez m'a beaucoup influencé en tant que chef d'orchestre. Lui en tant que chef d'orchestre. Alors moi, il y a un truc qui m'a... Alors c'est pas facile à expliquer, mais il y a un truc qui m'a beaucoup fait progresser et qu'on sent très fort chez lui. C'est que ça paraît évident, je pense, mais lui, il dirige vraiment avec ses oreilles. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai dirigé Péléas et Mélisande pour la première fois de l'opéra de Debussy, j'écoutais une version de Pierre Boulez, un disque, je crois que même que c'était un live, donc de Pierre Boulez qui dirigeait Péléas et Mélisande, et j'ai eu le sentiment que je pouvais vraiment entendre tout ce qu'il entendait. On peut sentir que tout ce qu'on entend, lui, il l'entend. Et on peut vraiment se mettre à sa place en train d'écouter la pièce en train d'être jouée et d'entendre tous les détails de la partition. En fait, on sent ça. On sent qu'il est en train de diriger et on sent qu'il est en train de diriger avec ses oreilles. Et donc ça m'a beaucoup appris. Après, tout ce dont je parlais tout à l'heure, l'idée qu'avec Boulez, le son est libre, que le son est souple, ça c'est incroyable. Et c'est très drôle. Une fois, j'ai fait une expérience drôle. J'ai montré une vidéo de Pierre Boulez à une amie danseuse. Une vidéo de Pierre Boulez qui dirige, parce que je le trouvais vraiment magnifique. Donc je montre ça à mon amie qui est danseuse, mais sans le son. Et je lui dis, mais juste, parce que je sentais qu'il y avait un truc physiquement, et je lui dis, regarde, elle qui connaît bien le corps, qui connaît bien le corps, l'espace, l'anatomie, comme on connaît tous ces paramètres-là en danse. Donc je lui dis, mais regarde-le diriger et dis-moi ce que tu en penses. Elle, sans le son, elle le regarde et puis elle ne le connaissait pas. Et elle me dit après, c'est incroyable parce que avec ses mains, il dessine des espaces qui sont infinis. Et c'est drôle parce que, comme je disais, c'est vraiment quelqu'un qui, quand on en parle avec les interprètes qui ont joué avec lui, a la réputation de créer une liberté immense chez les interprètes. Les interprètes se sentent libres. Les interprètes se sentent libres de pouvoir pas faire ce qu'ils veulent, mais en fait
restituer tout ce qu'ils ont à restituer concernant le texte. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de très fort pour moi, cette idée voilà, qu'il il crée cette liberté-là. Alors sur Boulez et Stockhausen, parce que ça quand même c'est quand même une relation incroyable, et puis surtout on est face à deux géants vraiment de l'esprit musical. Et c'est vrai que moi je suis fasciné. Alors je suis vraiment passionné par plein de musique et je pourrais citer beaucoup de genres, mais c'est vrai que ce qui revient quand je suis au contact de la musique de Pierre Boulez ou de celle de Stockhausen, c'est que par exemple chez Boulez, je me dis mais il y a une hauteur d'esprit invraisemblable. Il y a une hauteur d'analyse, même dans sa lecture de la musique en général, des autres compositeurs, il y a une hauteur spirituelle dans le rapport concret à la musique qui est vraiment insaisissable et à la limite du compréhensible. C'est-à-dire que sa hauteur d'analyse est vraiment très impressionnante pour les interprètes. Il y a cette phrase incroyable, on dit en tant qu'interprète toujours que on peut passer toute une vie sur une partition, qu'on va toujours découvrir des choses, et c'est vrai. Et le jour où on s'en rend compte, d'ailleurs, en tant qu'interprète, c'est extrêmement violent. Le jour où on se rend compte qu'on n'aura pas assez d'une vie pour pouvoir mener une partition là où on voudrait la mener, en fait. Parce que c'est vrai que c'est infini. La plongée, une partition, un langage, le monde musical d'un compositeur, c'est une espèce d'océan, et l'exploration de cet océan, la plongée, elle est sans fin, quoi. Il y a pas de fond, en fait. On peut progresser à l'intérieur, à l'infini. Donc on entend tous les interprètes parler de ça et raconter ça, que on peut passer toute sa vie sur une partition et sur une œuvre. Et Pierre Boulez, alors avec son esprit un peu provocateur, parce qu'il en jouait beaucoup, mais il disait un truc qui est quand même pas anodin et qui est révélateur de son état d'esprit. Il disait moi non, c'est pas le cas pour moi. Une fois que j'ai travaillé une partition, ça y est, je la connais, mais je la connais en entier. Il parlait de ça, je crois, à propos dans une interview à propos du concerto pour orchestre de Bartók, où il dit la partition, une fois que j'ai fini de l'analyser, que je la connais, il disait ça parce qu'il disait j'aime pas rediriger beaucoup les mêmes œuvres, parce que une fois que j'ai fini de travailler une partition, je la connais, je passe à une autre, quoi. En fait, dans son cas, c'est vrai. C'est-à-dire que lui, il était capable de ça. Il était capable de vraiment aller au bout d'un texte, aller au bout du langage. Et à la fin, le concerto pour orchestre de Bartók, Pierre Boulez, quand il a fini de l'analyser, c'est comme s'il l'avait composé. Il le connaît comme Bartók le connaît. Et alors ça, c'est une grande leçon pour les chefs d'orchestre aussi. Parce que c'est l'idée que le chef d'orchestre doit étudier le langage, doit se dévouer au langage, doit se dévouer à un texte, au texte d'un compositeur, dans l'idée de le connaître aussi bien que le compositeur. Et de le connaître comme si lui l'avait composé. Et Pierre Boulez, c'est exactement ça. Donc ça, on parlait de la hauteur d'esprit. Donc ça, c'est ce qui éclate quand on s'approche du personnage et de son art. Et de l'autre côté, Stockhausen, et lui, pour plein d'autres raisons dont je ne vais peut-être pas parler maintenant, mais Stockhausen qui irradie par sa hauteur d'esprit et par sa hauteur, par son intelligence et par son par son génie. Enfin, je sais pas, c'est un peu étrange comme mot aujourd'hui, mais bon, c'est vraiment ça. C'est éclatant, quoi, aussi du côté de Stockhausen. Et donc, il y a cette relation entre les deux, entre Stockhausen et Boulez, qui ont quasiment le même âge. Pierre Boulez est né en 1925, Stockhausen en 1928. Ils ont 3 ans d'écart. Stockhausen est un peu plus jeune, mais Stockhausen dira « J'ai jamais parlé de musique avec quelqu'un comme je l'ai fait avec Pierre Boulez.
Et je suis sûr que c'était la même chose pour Boulez. Je pense que Boulez et Stockhausen se sont trouvés, ont tout de suite vu l'un en l'autre une espèce de miroir d'eux-mêmes et de leur niveau d'exigence et de leur niveau artistique. Et c'est marrant parce que je parlais il n'y a pas très longtemps avec Daniel Barenboim à Berlin. Il me disait, je ne sais plus trop à propos de quoi on parlait de ça, mais il me dit, oui, dans l'histoire de la musique, les compositeurs vont toujours par deux. Il me dit, les compositeurs vont par deux, Mozart et Haydn, Debussy et Ravel, Mahler et Bruckner. Et je ne sais pas si... Enfin, c'est intéressant, je trouve, de penser que ben, ouais, les compositeurs ont besoin, peut-être à à différents moments de l'histoire de la musique comme ça, de trouver leur double, de trouver leur miroir. Et ouais, Boulez et Stockhausen, il y a vraiment une idée de miroir et de double très fort. Mais on y reviendra encore. Hein. Je parlais tout à l'heure de la question de la dualité. La question du double et de la dualité, c'est une notion fondamentale chez Boulez. Chez Stockhausen aussi, mais Boulez est l'un, pour moi, des grands compositeurs de la dualité. La dualité qui est présente de manière permanente en musique. Boulez est l'un des représentants de la dualité en musique. Tout son langage se construit aussi en termes d'opposition, des paramètres musicaux. Donc il parle du temps lisse et du temps strié, de l'opposition entre le temps lisse et le temps strié. Donc c'est le temps sans pulsation et le temps pulsé. Et il va y avoir cette opposition aussi explosante fixe. L'idée de le mouvement et l'immobilité. Et ce geste mouvement-immobilité, qu'on retrouve dans un des titres de Boulez qu'il emprunte à Man Ray, explosante fixe, l'idée d'explosion puis de geste fixe, ça c'est présent tout le temps dans la musique de Boulez. Et en fait la dualité elle s'exprime comme ça chez lui tout le temps. Et en y travaillant au sujet du concert qu'on fait là, il y avait quelque chose d'extraordinaire puisque l'un des autres compositeurs de la dualité pour moi, c'est Gesualdo. Et alors Gesualdo, donc il va faire coexister de manière permanente dans les textes qu'il utilise et dans sa musique l'idée de souffrance et l'idée de joie. Et la souffrance alterne avec la joie. La souffrance est mêlée à la joie. La joie est douloureuse. La douleur est extatique. Tout le temps chez Gesualdo. Tout est comme ça mêlé et tout son art est construit sur cette opposition-là. Et cette dualité-là, ce qui est beau chez Gesualdo, c'est que c'est une dualité fondamentale, puisqu'il parle de l'amour. L'amour qui, lui, est à la fois joie et souffrance. Et cet amour dual, cet amour double, l'amour qui est à la fois joie et souffrance, c'est un peu en fait peut-être la dualité qui est au centre et au cœur de la musique, je crois, et de l'art en général en fait. Le madrigal, sa caractéristique, c'est que c'est une pièce à plusieurs voix, qui est écrite pour des chanteurs, mais qui est pensée dans sa conception pour pouvoir être jouée indifféremment, interprétée indifféremment par des chanteurs ou des instrumentistes. C'est-à-dire que quand on joue du madrigal, on peut remplacer une voix par un instrument. L'idée, c'est que l'instrument va chanter comme une voix, que l'instrument peut être porteur du sens du texte, sans dire le texte. Et que la musique, qui est un art sans mots, on rajoute du texte sur de la musique, on met en musique du texte, mais la musique, elle n'a rien à voir avec les mots. Le son, lui, peut être porteur de sens.
là où la musique, alors ça c'est intéressant parce que là où la musique, elle, ne raconte rien, là où la musique, elle, n'a jamais de sens, elle n'est pas porteuse de sens, le son, lui, peut être porteur de sens puisqu'il y a un lien entre le sens et le son. C'est ce qui se passe en fait dans le madrigal. On a un rapport entre le sens du mot et le son. Et donc, le madrigal peut être interprété indifféremment par les voix ou les instruments. Et chez Boulez, dans l'écriture vocale, ce qu'on va trouver qui est passionnant, c'est que la voix peut être traitée comme un instrument. Et dans le marteau sans maître, l'instrument peut lui aussi jouer comme l'écriture de la voix, qui elle est traitée comme un instrument. C'est un peu, à sens... enfin, les deux sont possibles, quoi. Chez Boulez, ça marche hyper bien. Donc là, en fait, l'idée du madrigal, qui est quand même une idée assez ancienne, elle perdure et elle prend son sens différemment dans l'histoire de la musique. Et chez les compositeurs de la deuxième moitié du XXe siècle, chez Pierre Boulez, chez Stockhausen, on a cette présence du madrigal. Cette présence inconsciente peut-être, mais le principe du madrigal, il est présent chez ces compositeurs. Après, il y a un petit lien historique et émouvant entre Gesualdo et Boulez. C'est que Boulez programmait Gesualdo dans les tout premiers concerts qu'il a donnés à Paris avec le domaine musical. C'est un des premiers. Il programmait la musique de la seconde école de Vienne, de Webern, de Berg, de Schoenberg. Il programmait toute la musique de ses contemporains, des jeunes compositeurs vivants, et il a programmé Gesualdo parmi eux. Parce que je pense que Gesualdo a toujours fasciné, bon, déjà il a fasciné tous les compositeurs par la flamboyance de sa vie, quoi, de son parcours qui était quand même assez incroyable. Mais surtout sur le plan musical, ce qui étonne toujours, c'est la richesse du chromatisme. Et on est toujours extrêmement surpris aujourd'hui quand on entend du Gesualdo pour la première fois. Donc de la musique qui date du tout début du XVIIe siècle. On est encore dans la Renaissance italienne pour Gesualdo. Là où Monteverdi opère la transition vers la période baroque, là où Monteverdi est un révolutionnaire, là où lui s'échappe du contrepoint, Gesualdo, lui, est un compositeur vraiment traditionnel et académique, sauf qu'il va pousser la logique académique tellement loin qu'il va arriver à un langage chromatique, mais justement digne de certaines musiques du début du XXe siècle, vraiment. C'est très étonnant. Et donc c'est normal que des compositeurs comme Stravinsky, Boulez ou d'autres aient été complètement emportés par la musique de Gesualdo, parce que pour eux, ça devait leur paraître complètement fou qu'une musique écrite il y a si longtemps puisse être si proche de leurs préoccupations. Beaucoup de... Le XXe siècle considérait Gesualdo comme une espèce d'écriture post-wagnérienne, avec 2 siècles et demi d'écart. Donc c'est vraiment, c'est très étrange, quoi. Les gens avaient l'impression que Gesualdo, ouais, c'était l'aboutissement du total chromatique qui avait démarré au début du XIXe siècle et puis qui prenait son envol avec Wagner, avec Schoenberg. Et en fait, non, et pour arriver chez Gesualdo, enfin, c'est très, très, très étonnant. Donc, ouais, c'est un compositeur qui a toujours complètement étonné et été considéré comme un ovni, et notamment par Pierre Boulez qui le programmait dans ses concerts du domaine musical.